Bien, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on a un énorme problème quand on fait de la physique classique, c'est que lorsqu'on mesure les capacités calorifiques isochores, donc la manière dont un objet, une matière absorbe la chaleur à volume constant, on trouve qu'il y a des mouvements de vibration de la matière qui sont interdits. Alors, le physicien n'aime pas ces choses interdites, parce qu'on ne voit pas bien dans la physique classique qu'est-ce qui interdirait un mouvement et en autoriserait un autre. Mais le mystère va s'épaissir. C'est-à-dire que, bon, encore on peut dire, il y a peut-être le doigt de Dieu qui dit non, là, t'arrêtes, il faut être à suffisamment haute température. Non, il y a encore plus étrange, c'est l'eau liquide. Pourquoi? Parce que l'eau liquide, eh bien, on peut l'assimiler en fait à des atomes qui sont reliés par des liaisons chimiques, toujours les mêmes qu'on trouve. Et on a une loi qui est très simple, c'est que si on interdit la rotation et la translation, donc juste dire que je vais avoir des vibrations, donc le long de chaque liaison est capable de vibrer, et je suis dans un espace à 3 dimensions, il y a 3 possibilités de vibrer, eh bien, voilà, on va retrouver notre expression de vibration, et puis ben, on s'attend à ce que, comme vous le voyez ici, on obtienne pour un solide comme la glace, par exemple, où on ne peut pas tourner dans la glace, c'est impossible, donc on s'attend à trouver 3 fois R par atome. C'est-à-dire, si j'ai un atome, je dois avoir une capacité de 3 R. Si j'ai 2 atomes, ben, je dois avoir une capacité de 6 R. Si j'ai 3 atomes, je dois avoir une capacité de 3 fois 3, 9 fois la constante R. Pourquoi? Ben parce que la glace est triatomique. Un oxygène, 2 hydrogènes, donc je m'attends à trouver 9 R. Ben, de façon assez paradoxale, on trouve bien 9 R, mais pas dans la glace, on trouve ça dans le liquide. Alors que le liquide, il y a des rotations qui sont autorisées, en fait, on ne les voit plus, elles disparaissent, c'est-à-dire que le liquide se comporte exactement comme de la glace. Alors, c'est ça qui va faire que certaines personnes parlent de la structure de l'eau. Parce que, effectivement, quand on a 9 R pour une molécule triatomique, ça veut dire qu'on est sur un réseau solide et qu'il n'y a pas de rotation. Ouais, sauf que je vous dis tout à l'heure qu'on définissait l'état liquide par le fait qu'on pouvait tourner. Donc, vous voyez, c'est vraiment un cauchemar, quoi, parce qu'on n'y comprend plus rien. Et alors, là où ça devient encore pire, c'est que quand on mesure le CV de la glace, là, on doit s'attendre à trouver 9R, et bien pas du tout. La valeur qu'on trouve pour la glace, c'est 4,4, et non pas 9. C'est-à-dire que dans la glace, il y a encore des vibrations qui sont interdites, qui sont autorisées dans le liquide. Mamma mia, qu'est-ce que c'est que ce truc, cette physique, où on est incapable en fait d'expliquer clairement ce qui se passe dans la glace, l'eau liquide ou l'eau vapeur. Donc voilà. Alors, si ça s'arrêtait là, ce ne serait pas très grave, parce qu'on pourrait dire, bon bah oui, il y a des petits problèmes, l'eau est exceptionnelle, bon allez, ok, on trouvera un jour un moyen de s'en sortir. En fait, on ne peut pas s'en sortir, et surtout, c'est qu'il y a d'autres problèmes. S'il n'y avait que la capacité calorifique, on serait heureux, mais il y a aussi ce qu'on appelle le spectre du corps noir. Alors, le spectre du corps noir, ça va être encore pire. Pourquoi? Eh bien, ça, c'est une expérience que tout le monde peut faire. Vous prenez un morceau de métal et vous le mettez dans le feu. Si le feu n'est pas trop fort, vous allez voir que le métal va prendre une couleur rouge. Si vous voulez qu'il change de couleur, ben vous allez monter la température. Et vous allez voir qu'il va passer du rouge, il va devenir jaune, puis bleu, puis d'un blanc éclatant quand vous êtes à très haute température, c'est-à-dire que la température va donner la couleur du métal. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le spectre de rayonnement du corps noir. C'est-à-dire, ça a été étudié là aussi au XIXe siècle. On prend donc un système comme un métal qu'on chauffe et vous voyez, en fonction de la température, je peux définir une couleur que je vais observer. Et on a cette loi qui est bien connue, qui a été déterminée au XIXe siècle, la loi de Wien, de ce monsieur qui s'appelle Wien.
qui dit que si je prends le maximum, vous voyez ici j'ai un maximum dans cette émission lumineuse, due à la température, si je prends ce maximum et que je multiplie par la température à laquelle j'ai chauffé, je vais trouver cette constante qui est universelle. C'est-à-dire qu'elle est toujours la même, quoi qu'il arrive. Alors voilà, bon, ben ça c'est l'expérience, ça marche très bien. Vous voyez qu'on peut mesurer la température en regardant simplement une couleur. Alors ça, je vous rappelle, c'est ce que font les astronomes. Hein. Si vous levez les yeux au ciel, vous verrez que les étoiles n'ont pas les mêmes couleurs. Il y a des étoiles qui sont jaunes, il y en a d'autres qui sont plutôt bleues, il y en a d'autres qui sont franchement rouges. Et ce changement de couleur est simplement lié au fait que ces étoiles ne sont pas à la même température. Et juste en mesurant la couleur de ces étoiles, on peut savoir quelle est la température c'est comme si on mettait un thermomètre là-bas. Donc cette loi est très commode, elle est bien déterminée. Et comme toujours, vous avez une loi empirique qui marche bien, vous voulez la justifier par la théorie. C'est le rôle, comme je vous ai dit, du scientifique. Il faut aussi qu'il explique par des théories, des modèles ce qui se passe. Et là, c'est la catastrophe, ça s'appelle la catastrophe ultraviolette. Pourquoi? Parce que c'est des émissions de lumière. On sait que ces lumières obéissent aux lois de Maxwell, de l'électromagnétisme, et quand on applique les lois de l'électromagnétisme qui sont bien connues, parce que c'est elles qui permettent de faire les aimants, tout ça, les circuits électriques, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les courbes qui sont ici en très plein. Et pas la courbe qu'on s'attend en pointillé. Alors ça s'appelle la catastrophe ultraviolette. Pourquoi? Tout simplement parce que vous voyez que plus j'augmente la fréquence, plus il y a de lumière. Alors qu'évidemment, la courbe expérimentale ne peut pas donner ça. C'est-à-dire que plus je monte en fréquence, je passe par un maximum, et puis heureusement, je n'émets pas de rayons X et de rayons gamma. Parce que sinon, ça voudrait dire que je mets un four, et puis je me prends des bouffées de rayons gamma. Donc la théorie est là, l'expérience est là. Ça colle pas. Donc c'est-à-dire que les lois de Maxwell sont pas bonnes, de la même façon que les lois de mécanique qui nous avaient permis de déterminer la capacité calorifique isochore, elles ne sont pas terribles. Donc on a les lois de la mécanique qui ne sont pas terribles, et puis maintenant c'est les lois d'électromagnétisme qui ne sont pas terribles. Alors, pour vous donner un petit peu une idée du problème que ça pose, c'est que je vous ai dit que chaque fois que vous avez une température, vous avez une longueur d'onde. Vous émettez de la lumière, ce qui fait que si je prends votre température corporelle de 37 degrés, je sais que vous émettez du 10 microns. C'est la loi de Wien, avec ce maximum. Et si la physique classique était correcte, vous ne devriez pas émettre ce 10 microns, vous devriez émettre des rayons gamma, qui vous désintégreraient évidemment, parce qu'ils sont de très haute énergie, vous brûleriez sur place. Donc c'est gênant d'avoir une physique qui vous dit que vos mains devraient être des émetteurs gamma, puis de façon générale, toutes les substances qui sont chauffées à une certaine température devraient émettre des rayons gamma. On comprend bien qu'il y a un énorme problème, qu'on ne peut pas maintenir la physique dans cet état-là. Et puis, il y a aussi quelque chose d'intéressant, parce que j'en profite puisqu'on s'intéressera beaucoup à la vie, c'est que nos mains émettent à 10 microns parce qu'elles sont à 37 degrés C, et comme par hasard, quelle est la taille d'une cellule eucaryote? C'est aussi 10 microns. C'est-à-dire qu'il y a l'air d'avoir une correspondance entre notre rayonnement infrarouge lié à la température, par la loi du corps noir, et la taille d'une cellule eucaryote. Alors voilà, on a un deuxième problème, en plus de la capacité calorifique isochore, eh bien, on devrait être des bombes nucléaires, en gros. C'est pas ce qu'on observe, donc il va falloir de nouveau modifier la physique pour pouvoir rendre compte du fait qu'on n'est pas des bombes nucléaires, mais qu'on a ce maximum d'absorption, d'émission lié par la loi de Wien.